Comme tu peux le voir sur ce screen, j'ai gagné 41 000 € en bourse, mais tout cela aurait été strictement impossible sans ce premier investissement immobilier où j'ai perdu plus de 15 000 €. Alors, comment j'ai fait pour transformer cette perte en immobilier en gain en bourse? C'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo en 3 parties. La première partie, on va tout simplement aller dans le détail de ce premier investissement immobilier. Je vais tout te partager, les chiffres, des images exactement aussi des travaux, le contexte, la stratégie que je voulais mettre en place, les grosses inquiétudes aussi que j'ai eues durant ce parcours. Bref, je vais jouer le jeu de la pleine transparence avec toi pour essayer de faire ressortir le plus fidèlement possible toutes les petites erreurs, les petits facteurs qui ont fait que j'ai perdu de l'argent. Et bien tout logiquement, dans une deuxième partie, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser ces erreurs et je vais te dire un petit peu moi ce que je ferai pour les éviter à nouveau. Donc je vais te donner quelques conseils très pratiques pour pouvoir éviter ces facteurs de risque et aussi ces erreurs que j'ai fait. Et enfin, dans une troisième partie, je vais répondre concrètement à la question comment j'ai fait pour pivoter de cet investissement cauchemardesque où j'ai perdu 15 000 € en immobilier vers un parcours d'investisseur rentable en bourse. Mais avant ça, si tu me connais pas, moi je suis Maxence, ingénieur et investisseur, et ce que je fais avec cette chaîne, c'est tout simplement de répondre à des questions très concrètes pour nos investissements en faisant deux types de vidéos. Soit en faisant des analyses de données car j'ai certaines compétences pour coder, donc j'essaye de mettre ça à profit pour le grand public, soit tout simplement en partageant mon expérience comme ici avec mon premier investissement immobilier et mon expérience d'investisseur en bourse depuis 2 ans. Donc si la thématique de cette chaîne t'intéresse, je t'invite à poser un like sur cette vidéo et à t'abonner. Voilà, ça aide grandement les chaînes comme la mienne, des petites chaînes comme la mienne à se faire connaître. Donc je te remercie. Alors comment cet investissement immobilier a débuté? Un petit peu de contexte, on est en 2021, je suis en CDI, je gagne à peu près 2700 € net par mois après impôt et je décide de me lancer dans l'investissement immobilier locatif en faisant du LMNP. L'idée c'était de faire un premier bien rentable pour me faire financer un deuxième puis un troisième, etc. Donc forcément je commence à faire des visites et là le doux rêveur que j'étais va vite comprendre que c'est pas chose simple, Il faut aller viser des biens vers à peu près 8,59% de rentabilité brute annuelle minimum. Donc très concrètement, si tu as un bien qui coûte au total 100 000 €, il faut que tu aies 8 500 € de loyer par an. Et ça, c'est pas si simple, il faut aller les chercher ces biens-là et il faut prendre du risque. Donc moi je me suis tout de suite orienté vers des biens anciens à rénover et là j'ai poussé le raisonnement à l'extrême. En fait ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit je vais prendre une ruine pas chère, tout à retaper, car je me suis dit dans ma tête de débutant, plus il y a de travaux, plus il y a de la rentabilité à aller chercher. Et j'étais loin de me douter que ça allait m'occasionner donc 15 000 € de perte, comme on va voir. Donc voilà, je trouve ce bien à Voiron, 3e étage sans ascenseur avec les 2 fenêtres ici. Comme tu peux le voir, c'est dans son jus, comme on peut dire, c'est dans l'ancien. Et d'ailleurs, petite anecdote, regarde ce que j'ai trouvé dans les combles. Certificat d'études primaires qui date de 1885. Donc voilà, c'est bien dans l'ancien, c'est au moins un immeuble qui date du 19e siècle. Donc voilà, je vais essayer de te montrer des images là durant le montage où je fais les travaux moi-même. C'est vraiment dans l'ancien, c'est dans son jus, j'essaie de rénover le bien, d'améliorer le diagnostic de performance énergétique en allant chercher des beaux radiateurs par exemple, en faisant de l'isolation des combles. Parce qu'à ce moment-là, je pense déjà à long terme et je me dis je veux que mon locataire qui occupera le bien reste le plus longtemps possible. C'est dans mon intérêt que j'ai pas beaucoup de rotation et de gestion. Donc je veux des bonnes performances énergétiques, je veux que le bien soit à peu près propre ou le locataire s'y sente bien. Et on va voir dans la deuxième, troisième partie, entre la deuxième et la troisième partie, que heureusement que j'ai vendu parce que le locataire se serait pas du tout senti bien. Il y a une surprise qui m'est arrivée. C'est pour ça que je parle aussi des mauvaises surprises que j'ai eues avec ce bien, tu vas voir juste après. Côté chiffres, c'est un bien qui a été mis à la vente à 55 000 €, plus 5 000 € de frais de notaire, on a 60 000 €. Et concernant la surface, on est sur un T1 bis, comme tu peux le voir sur ce plan. Et la possibilité que j'avais, c'est pour ça que je trouvais ce bien intéressant, c'était de casser ici cette paroi-là pour accéder au grenier. Donc c'est mansardé, c'était sous les combles. Et pouvoir donc rajouter de la surface carrée. Donc la surface utile plus la surface habitable. Donc j'ai pu rajouter à peu près 8 mètres loi carrée. Donc on est passé d'un bien de 34 mètres carrés à peu près à un bien de 42-43 mètres carrés. Donc tu vois, j'achète une ruine pas chère, 55 000 € à Voiron. Je fais des travaux, je rajoute de la surface utile plus la surface carrée, je me dis c'est bon, je suis safe, je suis pleinement dans mon objectif, je vais faire de la rentabilité. Donc je fais faire une partie des travaux normal, par exemple les menuiseries, il faut faire du sur-mesure, je peux pas faire les menuiseries moi-même, je fais l'électricité, la plomberie par des professionnels, mais je fais quand même une bonne partie des travaux moi-même, la salle de bain, le sol, le plafond, les murs, la peinture, et de 60 000 € avec les travaux inclus, on monte à 95-100 000 € de budget total, donc du coup pour cet appartement. Mais en faisant les travaux, en fait, je commence à avoir de plus en plus de sueur froide avec ce bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les biens communs, je constate qu'il y a quand même une dégradation, donc je me dis oh là là,
il va y avoir de gros travaux à prévoir pour la cage d'escalier, la façade qui commence à se dégrader également, je vais essayer de te montrer des photos dans le montage, la toiture qui était pas loin aussi de devoir être refaite, même si quand moi je l'ai acheté, je l'avais fait contrôler, normalement ça allait bien, mais enfin bref, d'un point de vue psychologique, je sens que ça a l'air bourbier cette affaire. Et en plus, pour essayer d'être rentable aux yeux de la banque, bon finalement je mets pas mal d'apports moi-même, hein, par une partie des travaux que je finance moi-même hors banque, moi je me suis fait financer 81 000 € à peu près par la banque, et je t'ai dit on était plus proche des 95-100 000 €, parce que si je me faisais financer à hauteur de 100 000 €, après avec les loyers que je pouvais encaisser, ça aurait pas couvert. Donc tu vois, on était quand même loin de faire de la rentabilité à 8,59% avec ce bien-là. Donc bon voilà, hein, erreur de débutant classique, mauvaise estimation des travaux, et puis aussi des trucs que j'ai découvert après coup sur le bien en lui-même, sur toute la structure. Donc j'ai commencé à prendre peur et je me suis rendu compte qu'au final, bon, ça allait être bourbier potentiellement dans le temps, parce que même si tu as une rentabilité à l'instant T, à la première année, il faut voir quand même dans le temps avec l'immobilier, est-ce que ce bien, il va pas y avoir des gros travaux à avoir faire dessus dans les 5, 10, 15, 20 ans à venir. Donc du coup, sous la pression un peu psychologique, je me rends compte qu'en final, j'étais complètement épuisé, ça faisait 2 ans que je faisais les travaux, je payais un crédit, j'avais pas de revenus, donc je me dis, bon, je vais vendre le bien, tant pis, j'acte ma perte. Et au final, je vais me rendre compte que c'était une très très bonne décision, parce que j'ai acté une perte à 15 000, mais qui aurait pu se transformer beaucoup plus si j'avais attendu. Et avant de te montrer quelques détails croustillants, parce que c'est un petit peu cliché, je vais maintenant basculer dans la deuxième partie pour te dire un petit peu voilà ce que je ferais moi maintenant si je devais refaire un investissement en immobilier pour limiter les facteurs de risque. On ne maîtrise pas tout en immobilier, c'est comme ça. Par exemple, forcément, j'ai acheté en 2021, j'ai revendu en 2024. En 2021, c'était au plus haut. En 2024, c'est bien baissé avec les taux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Hein. C'est de la géopolitique, géoéconomie. Mais en tout cas, on peut quand même essayer de se protéger. Et pour se protéger, moi, je vais essayer de te donner 3 facteurs, 3 points clés pour pouvoir se protéger de ces risques-là. Donc le premier truc, c'est tout bête. Hein. Tout ce que je vais te dire, tu vas penser que c'est bête, mais moi, je ne l'ai pas fait. Donc je pense qu'il y a potentiellement des gens qui, sous le coup de l'émotion à vouloir acheter, parce qu'on est super optimiste quand on veut acheter, donc on est pressé, tu vois. Moi j'ai pas fait beaucoup de visites et après je me suis rendu compte que bon allez, je veux acheter, si c'est pas celui-là, ce sera un autre qui le prendra. Donc voilà, il y a un petit peu les biais psychologiques qui prennent place, et donc effectivement là je vais te donner des conseils. Toi tu pourras penser que c'est peut-être un petit peu bateau, mais en réalité je te conseille de les appliquer. Donc le premier conseil, c'est tout simplement d'analyser de la donnée. En 2026, aujourd'hui, on a de la chance, on a de la donnée qui est beaucoup plus accessible qu'il y a 10, 15, 20 ans. Par exemple, le gouvernement nous a mis ce super explorateur de données des valeurs foncières, donc des vraies transactions immobilières, pas des ventes comme sur le Bon Coin, un appartement qui va se mettre en vente à 200 000 € et qui va être finalement vendu 188 000 €. Non, là c'est les vrais prix au mètre carré médian. Donc là tu as une idée, tu peux zoomer sur les zones qui t'intéressent. Par exemple, si tu as envie d'acheter à Bordeaux, voilà, là tu as les zones où tu veux acheter. Moi par exemple, c'était à Voiron par exemple, et là tu as une idée un peu des prix au mètre carré par zone même sur la commune. Donc c'est quand même super intéressant, tu peux aller consulter ce site. Il y a même les sources des données si tu es à l'aise un petit peu avec Excel ou de la manipulation de données, donc tu peux vraiment aller creuser un peu plus dans les détails que ce que te montre ce premier dashboard. Et si tu veux même aller voir un petit peu des données économiques et sociales, je te conseille l'Observatoire des territoires. Alors là c'est super intéressant, il y a énormément de données concernant l'économie en général, la démographie, est-ce que la population est en train de monter ou baisser, est-ce que aussi les revenus suivent. Donc déjà, en analysant la donnée, tu peux te faire une bonne idée du prix au mètre carré médian, de est-ce que tu vas pas acheter trop cher, etc. C'est quand même une première couche de sécurité que tu peux te mettre. Ensuite, le deuxième point que j'ai pas fait parce que le bien me semblait pas du tout cher, c'est tout simplement de négocier. Là, en ce moment, je pense que les acheteurs ont le pouvoir en immobilier. Ils ont clairement le marché pour eux. Donc, n'hésite pas à négocier 10, 15, 20% même sur les biens. Ça te crée une marge de sécurité tout simplement. Comme ça, comme moi, si tu as un petit peu mal estimé le montant des travaux, tu as une marge de sécurité ou au moins si tu veux revendre, tu perds pas d'argent. Donc ça, c'est super important, négocie. Ensuite, troisième point, malheureusement, moi je l'ai pas fait, mais utilise tes 14 jours de délai de rétractation. En fait, quand tu achètes, après que tu fais une première offre et qu'elle est acceptée par l'acheteur, tu as 14 jours pour te rétracter. C'est dans ces 14 jours que tu vas pouvoir faire venir par exemple un maître d'œuvre pour pouvoir te faire un devis et chiffrer le montant exact des travaux. Et là, si tu vois que ça rentre plus dans l'enveloppe, tu te rétractes. Il n'y a pas de pénalité avec ce retrait-là. Donc ça, voilà, c'est les 3 conseils un peu pratiques que je peux te donner pour éviter de perdre de l'argent sur un bien, sur un investissement immobilier. Et puis, il y a 2 autres critères que je rajouterai maintenant avec mon expérience en tout cas. Des critères un petit peu qui vont faire un petit peu... Le dernier en tout cas va faire polémique, mais voilà, moi c'est ce que je ferais en tout cas. Donc le premier, c'est d'éviter les petites copros. Donc par exemple, si tu achètes un immeuble comme moi où on n'était que 4 copropriétaires, le problème c'est comme là je t'ai montré, quand la façade commence à avoir un pépin, là ça commence à parler chinois concrètement, et celui du rez-de-chaussée, il n'en a rien à faire, il veut pas payer. Alors tu vas me dire oui mais il est obligé.
il y a la théorie et la pratique, hein. Surtout s'il dit qu'il n'a pas d'argent, il y a beaucoup de travaux qui se retrouvent bloqués à cause de ça, hein. Donc voilà, je pense qu'avec une copro assez grande et avec un vrai syndic de copro, bah tu limites les risques. C'est toujours pareil, tu n'enlèves jamais le risque totalement, mais tu limites le risque. Donc des copros pas trop petites. Sauf si, bien évidemment, tu veux faire un immeuble de rapport et que tu veux tout racheter et que tu vas avoir 51% de départ pour pouvoir décider toi-même des travaux. Et enfin, bah, le cinquième élément que je vais te donner, alors celui-là va faire un peu polémique, je vais peut-être me faire insulter dans les commentaires, mais bon, c'est le jeu, hein. C'est en tout cas ce que je pense, hein, je te le dis avec plein d'honnêteté. Et je vais te montrer pourquoi je pense ça aussi après, hein. Je vais te montrer les éléments parce que c'est vraiment un cliché. Mais maintenant, moi, si je devais refaire un investissement immobilier, tout simplement ce que je ferais, c'est que j'irais vers les beaux quartiers et les beaux biens. Pourquoi? Parce que les beaux biens attirent les belles personnes. Effectivement, quand tu vas vers des biens, par exemple Paris 16e, et que tu as un loyer à 3000 balles par mois, tu as moins de chances de tomber sur des squatteurs, sur des gens qui dégradent le bien, tu as plus de chances de tomber sur des gens respectueux. Bien évidemment, comme je t'ai dit avant, ça n'élimine pas totalement le risque, mais ça le limite, parce que regarde ce qui est arrivé du coup à mon copropriétaire pour l'appartement qui était juste en dessous du mien au 2e étage. Donc en fait, c'est une locataire qui au 2e étage fait des tapages nocturnes qui ne respecte absolument rien, comme tu peux le voir sur ce message. Elle ne respecte même pas les biens communs, hein. Donc je te lis le message, hein. Bonjour. Donc il lui demande: bonjour, avez-vous des soucis avec le locataire du dessus? Donc lui c'était celui du premier. Des problèmes sonores. Bonjour, oui, ça fait à peu près 3 mois où toutes les nuits je me fais réveiller par des tapages nocturnes. J'ai appelé les flics une fois mais ça n'a pas empêché de recommencer. De plus, des objets jetés de leurs fenêtres jusqu'à mon balcon et de la litière partout dans les escaliers, pas nettoyés depuis une semaine. Je suis obligé d'aller chez ma mère, c'est plus très vivable. Et parce qu'elle fait pas les choses à moitié, en plus elle squatte son logement, donc il y a eu une procédure de 2 ans hyper longue, tu connais, c'est un cliché, hein. Ils ont essayé de la faire partir, mais elle voulait pas partir, elle a dégradé le bien, donc là comme tu peux le voir, c'est passé au tribunal, et puis elle a saccagé l'appartement que le propriétaire du second étage, là où il y avait la squatteuse qui faisait du tapage nocturne, avait totalement rénové juste avant elle. Et donc, appartement plus que dégradé, il a récupéré son bien et maintenant il a des travaux à faire. Mais le pire dans tout ça, c'est pas ça. C'est que là, l'acheteur qui m'a acheté l'appartement, il a mis une locataire et elle aussi, elle subissait les tapages nocturnes, tu vois. Et regarde, ma locataire est partie semaine dernière à cause de la voisine du dessous. Donc c'est ça que je veux te dire en fait. C'est avec cet exemple très concret. Quand tu achètes un bien, tu fais tout ton travail, tu peux faire tout ce que tu veux, tu dépends aussi des autres appartements qui t'entourent. C'est-à-dire que si demain, il peut y avoir juste un seul locataire qui fait fuir tous les locataires d'un seul immeuble. Et ça, t'as pas le contrôle dessus. Alors bien évidemment, pour limiter le risque, moi ce que j'irais faire, c'est aller vers des biens où les loyers sont un peu plus chers, où tu vas attirer de la clientèle, où il y a moins de risques. Avec ce genre de problème-là. Il y a celui du 2e qui s'est fait saccager son appart, mais il y a aussi tous les autres, comme le propriétaire du 3e, l'appartement que j'ai vendu, qui a eu des vacances locatives du coup, parce que sa locataire elle est partie, entre-temps il a fallu qu'il retrouve un autre locataire, ça engendre des frais, c'est quand même pas agréable. Donc au final, voilà, je vends cet appartement en 2024 à 85 000 €, il m'a coûté 95-100 000 €, donc là il y a 10 000 €, à peu près il y a 11 000 €, mais comme j'ai mandaté quelqu'un parce que je ne vivais plus dans la région, j'ai mandaté un intermédiaire pour faire les visites, donc je lui ai redonné 4 000, donc j'ai perdu 15 000 € au total sur cet investissement-là. Bon, et du coup, maintenant, on en vient à cette 3e partie. Comment j'ai fait pour pivoter de cet enfer immobilier à un parcours rentable d'investisseur en bourse? Et bien donc, du coup, je vends cet appartement et je reçois le montant. Comme j'avais acheté en assurance et pas en hypothèque, le notaire m'a fait un virement sur un compte bancaire. Et là, tu te dis, oui, mais tu es obligé de rembourser le crédit. Effectivement, normalement, tu es obligé de rembourser le prêt. Mais là, moi, comme j'avais emprunté en 2021, j'avais un taux à 1,48 qui peuvent faire saliver beaucoup d'investisseurs aujourd'hui. Et moi, je suis pas bête. Je me dis, attends, en 2024, les taux ils sont à plus de 3,5%. Je suis à 1,48. Il faut absolument pas que je rembourse ce crédit. Il faut que je garde ce crédit pour au moins faire un réinvestissement quelque part. Parce que si je le rembourse pour réinvestir, pour réemprunter après, alors là, vraiment, ça aurait été une perte totale, à part un peu d'expérience, mais sinon, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle ma banque et là, chose incroyable, j'arrive à négocier le fait de ne pas rembourser le prêt. Sachant que moi, j'avais pas fait non plus un crédit hyper élevé. J'avais montré aussi à la banque que j'étais capable de rembourser sans avoir de loyer, donc sans revenus liés à mon bien, et que j'avais des bons revenus par rapport à la mensualité de crédit. Donc il y a aussi ça qui compte, hein. C'est sûr que si je m'étais endetté à plus de 30%, donc jusqu'au max à 33-35%, peut-être que la banque elle aurait pas été autant clémente. Voilà, je me retrouve avec 81 000 € sur un compte, et ce que je fais, tout simplement, je vais faire un lump sum. Voilà, je vais essayer de te montrer un petit peu des images, je vais essayer de faire un screen, donc je reçois cette somme-là, et je mise
plus de 60 000 euros sur le S&P 500 et environ 20 000 euros et quelques sur du gold. Voilà à peu près mon portefeuille d'ailleurs. Et donc je me retrouve avec plus de 180 000 euros aujourd'hui sur ce portefeuille-là, sur Trade Republic. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, je conseille vraiment ce courtier-là. Il est très simple d'utilisation, il y a des investissements programmés, il a un moindre frais. J'avais fait déjà une vidéo pour montrer mon erreur sur le Bitcoin, notamment avec les frais, mais ça a été changé depuis, puisqu'avant il n'y avait pas la même plateforme d'échange sur le Bitcoin. Donc maintenant, honnêtement, j'ai regardé un petit peu les spreads, il n'y a pas de souci, c'est vraiment compétitif. Et moi, en tout cas, je te le conseille, très simple d'utilisation. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, il y a le lien parrainage dans la description. Il n'y a pas grand-chose à gagner, mais c'est toujours ça de prix, hein, 10 euros d'actions offertes. Bon, en tout cas, en ce moment, ils sont en train de faire les 3% de compte courant rémunéré. Donc voilà, hein, si tu veux mettre un petit peu de liquidité mieux qu'un livret A, il y a le compte courant chez Trade Republic qui est ouvert et qui te rémunère à 3% jusqu'à la fin de l'année. Mais là, tu te dis un truc, attends. T'as mis 81 000 euros. Tu as gagné 41 000 euros, mais comment ça se fait que tu as 183 000 euros? Tu m'as pas tout dit là. Et effectivement, je t'ai pas tout dit parce que j'ai pas fait que ça en même temps. Comme je t'ai dit, quand j'ai vendu ce bien, j'étais plus dans la région. En fait, j'ai changé de job, j'ai changé de région et j'ai gagné beaucoup plus d'argent. Et là, en gagnant beaucoup plus d'argent, j'ai tout simplement mis beaucoup plus d'argent aussi durant ces 2 dernières années sur la bourse. Donc c'est un mix de lump sum avec 81 000 euros et de l'argent que j'ai mis, que ce soit aussi j'avais un peu d'épargne avant, plus des versements tous les mois liés à mon salaire. Mais voilà, si ça peut te donner espoir, c'est l'histoire d'un gars qui a commencé vraiment de zéro, hein. J'avais juste un taf un peu comme les autres. Ok, j'étais bien payé parce que voilà, j'ai quand même fait des études, donc j'avais un salaire un peu plus haut que le salaire médian, mais de base, je suis parti de zéro, je suis parti sans héritage. J'ai construit ce patrimoine qui pour certains c'est pas grand chose et pour d'autres c'est beaucoup, hein, ça c'est selon. Moi je suis content d'avoir ça parce qu'aujourd'hui à l'âge où j'ai 33 ans, je me dis que même sans plus rien toucher, normalement je devrais arriver à la retraite avec quelque chose qui peut me faire plus qu'un complément, même me laisse vivre tranquillement. Mais si mon parcours t'inspire, j'ai quand même une préconisation parce que c'est pas si simple que ça. Premièrement, comme tu as pu le voir, hein, forcément l'effet de levier que j'ai utilisé, il est quand même modéré. C'est-à-dire que par rapport à mes revenus, le crédit c'est 350 euros par mois, je suis pas allé au max. Hein. D'ailleurs, si j'avais été au max, je pense que la banque ne m'aurait pas laissé ne pas rembourser le prêt. Hein. Et puis de toute façon, est-ce que psychologiquement, j'aurais pu mettre par exemple 300 000 euros en lump sum plutôt que 80 000 euros? Je peux te dire que déjà 80 000 euros, j'avais les mains moites moi quand j'ai fait les 2 heures vers le S&P 500 et le gold parce que c'était la première fois et que j'avais pas l'habitude de manipuler des montants aussi importants. Donc voilà, le premier conseil que je te donnerais, la première préconisation, ce serait que les effets de levier sont utilisés avec précaution en bourse. Hein. Car plus les montants sont élevés, plus les biais psychologiques aussi vont s'intensifier et donc tu as plus de risques de vendre dans la panique. Comme ici, comme tu vois avec quand c'était les tarifs douaniers de Trump. Ici, moi, j'ai pas paniqué et pourtant, là, j'ai perdu à peu près 20 000 euros en un mois. Voilà, donc oui, quand on regarde une courbe rétrospectivement, on peut se dire, ouais, c'est rien. Non, quand tu es là et que tu sais pas qu'il va y avoir ça après, je peux te dire que tu commences à douter. Hein. Et donc, en parlant de doute, c'est aussi de se faire un portefeuille où tu as des vraies et des grandes convictions. Pourquoi ? Parce que le marché a une vraie capacité à te faire douter, notamment avec les médias. Et donc, c'est seulement si tu as une grande conviction, comme moi, j'ai une grande conviction sur le Standard & Poor's 500 et le Gold, que j'ai pas douté. Voilà, parce qu'effectivement, si tu commences à faire un lump sum sur le Bitcoin avec 150 000 balles, même si tu as raison et que ça monte à 1 million de dollars dans 15 ans, potentiellement, tu auras perdu de l'argent parce que tu auras revendu dans la panique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je t'ai montré un petit peu mon parcours. J'espère que ça t'a plu. J'espère qu'aussi, ça peut t'inspirer. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même du travail et de la prise de risque. Il n'y a pas d'argent magique. Hein. Je suis pas en train de te dire ça. J'espère qu'aussi, tu vas pouvoir utiliser mon expérience et mes erreurs pour ne pas les reproduire. Hein. Et si la vidéo t'a plu, écoute, je t'invite encore une fois à t'abonner et à mettre un like. Ça soutient énormément la chaîne et ça me donne la motivation de continuer exactement. Parce que comme tu peux le voir, je suis débutant. C'est quand même pas facile pour moi de parler face caméra. Donc si tu as aimé cette vidéo, je te dis à la prochaine.